Et je me suis dit, mais au fond, toutes ces choses qui ne sont ni chiffrées ni chiffrables, comme l'esprit d'équipe, l'image de marque, la créativité, des tas de choses que l'on déclare très importantes, il n'y a pas de chiffres. Et nous voici de retour pour une seconde saison de La Voix du Yéti, avec aujourd'hui Luc de Brabander. Bonjour. Bonjour. Avec évidemment mon acolyte Thierry Croix. Bonjour et puis bonne année ou joyeuse Pâques, ça dépend quand vous regardez. Exactement. Nous sommes dans l'intemporalité du web. Aujourd'hui, Luc de Brabander, nous sommes très heureux de te rencontrer. On aimerait bien parler un peu de l'actualité, du monde de l'entreprise, du rôle de la philosophie dans tous ces rouages, en quoi c'est important pour nous. Mais avant tout, veux-tu, s'il te plaît, te présenter succinctement ? Alors, ce qui me vient à l'esprit, je suis grand-père. Quand on me pose la question aujourd'hui, la première réponse, c'est je pense à mes petits-enfants, avec tout ce que ça représente. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, je suis privilégié. Je suis né en 1948 dans une famille bourgeoise en Belgique, dans le genre bon départ, et c'est incroyable. Bon. Donc j'ai vécu en gros 76 ans en paix, sans jamais devoir vraiment me tracasser. Le chômage, quand j'ai cherché du boulot, n'existait pas. Voilà, donc j'ai envie de dire un grand-père privilégié. Tout le restant, bon, c'est du passé. Et pour qu'on comprenne un peu aussi ton fil conducteur, tu peux nous expliquer un peu ton parcours et surtout le pourquoi ce parcours, c'est ce trigger. Disons, je peux l'expliquer a posteriori, mais au moment où je l'ai décidé, je ne savais pas. Si à 18 ans, on m'avait dit que je serais un jour philosophe, j'aurais parié tout que c'était pas vrai, quoi. Donc, en fait, bon, quels sont les moments forts ? Mai 68, je crois. Mai 68, j'avais 20 ans. Et à Louvain, où j'étais en ingénieur, il ne se passait pas grand-chose, mais il y avait du bruit qui venait de Paris. C'est quoi ces trucs ? J'ai vécu dans un cocon. L'enseignement, le Cato, donc Libre Belgique, Collège Saint-Pierre, une famille qui s'entendait en gros bien, mais un cocon, vraiment un cocon privilégié, hein, mais cocon quand même. Et en 68, j'ai commencé à entendre du bruit. J'ai dit, mais c'est quoi ? Et bon, c'était pour moi très très fort. Et même de Louvain, j'étais un des seuls à essayer d'écouter. Bon, à l'ULB un peu plus, je crois, mais moi j'étais à Louvain, à Leuven, j'étais à Leuven. Et puis voilà, je crois que c'est certainement un point de départ très important. Et ça a joué en fait très très vite. Pourquoi ? Parce que j'étais en seconde candi ingénieur. À l'époque, c'était candi et licence, hein, bon. Et aujourd'hui, on dit bac et master, bon. Et donc, je dois choisir ma spécialité. Donc, j'entre en licence et avait une dizaine d'options. Les mines, la construction, mécanique, électricité, en fait, tous ces trucs classiques des ingénieurs. Et rien ne m'excitait vraiment. Enfin, j'aimais bien, mais... Et puis, il y a eu l'ouverture d'une section qui s'appelle Maths appliquées, mathématiques appliquées, qui s'est ouverte devant moi. Devant moi, il y a eu une annonce au Valve en disant, ben voilà, nouvelle section. Je dis, maths appliquées, c'est quoi ? Et c'était extraordinaire, parce que moi, je suis un conceptuel, disons, les machines, les engrenages, je veux bien, mais j'aime mieux les équations. Et donc, cette discipline s'est ouverte devant moi. J'ai découvert des professeurs particulièrement motivés, qui étaient en fait le prélude à ce qu'allait devenir l'enseignement de l'informatique. Et donc, je me suis retrouvé dans une section très conceptuelle où on a appris que c'était un modèle. J'ai été spécialisé, j'ai pris une spécialité algorithme, je parle d'il y a 55 ans, alors que le mot personne ne le connaissait. Et bon, je suis devenu ingénieur informaticien sans avoir touché un ordinateur. Parce qu'il y en avait un seul à Leuven, qui était inaccessible tellement il y avait de monde. Et donc, je me suis retrouvé ingénieur informaticien sans avoir touché un ordinateur. Bon, pour des raisons à la fois personnelles, parce que moi, je suis plutôt, je l'ai dit, conceptuel, mais aussi pratique, parce que l'accès était difficile. Et j'ai des professeurs qui m'ont en fait parlé de la théorie de l'information, de qu'est-ce que c'est un algorithme, mais au point de vue conceptuel. Et j'ai été initié, en fait, d'une certaine manière, à la philosophie.
très tôt, sans m'en rendre compte. Mais c'était de la philo, puisque les concepts et toutes ces choses-là, la logique, j'avais rien fait comme logique au collège, j'avais fait des maths, mais pas la logique. Et donc, je suis entré de manière intuitive, spontanée, là où j'avais envie d'aller. Et puis voilà. Alors, mon premier job, il s'imposait pas, mais je dirais le chômage n'existait pas. On avait l'embarras du choix, mais l'embarras. Nous, on pouvait aller où on voulait. J'avais envoyé mon CV dans plein de sociétés. Je pouvais entrer, je crois, dans toutes. Tellement il y avait un appel d'air pour ce genre de choses. Et pour tout dire, j'ai choisi la Générale de Banque. Pourquoi ? Parce que c'était la plus proche de la gare centrale. Et moi, je n'aime pas rouler en voiture, donc j'ai jamais aimé. Je suis de transport en commun depuis 55 ans. Ça m'a donné 2-3 vies en plus. Hein. Bon. Et donc déjà à l'époque, j'ai pris la Générale de Banque qui était juste en face. Et j'ai passé ma vie, en fait, les 50 ans autour de la gare centrale. Donc, parce que j'ai changé, mais je suis toujours resté à la gare centrale. Alors, j'ai été pendant 20 ans dans le monde de la, je dirais, informatique, logique, finance. Bon. Très intéressant. J'ai même écrit un livre de maths, donc moi, j'aime bien ça. Mais dans l'entreprise, je me suis dit, au fil du temps, les choses essentielles, il n'y a pas de chiffres. Bon. Si on veut gérer la consommation d'énergie ou je sais pas moi, le taux d'intérêt d'un carnet d'épargne, bon, il y a des chiffres, et si on veut gérer ça, on va passer de 3 à 4%, très bien, ou de 18 à 19 degrés. Bon. Mais je me suis dit, mais au fond, toutes ces choses qui ne sont ni chiffrées ni chiffrables, comme l'esprit d'équipe, l'image de marque, la créativité, des tas de choses que l'on déclare très importantes, il n'y a pas de chiffres. Et je suis tombé face à un constat que les patrons étaient totalement dépourvus pour gérer cette partie-là de l'entreprise. Pour gérer la comptabilité, les stocks, tout ça, ça va. Mais pour gérer la communication, pour comment voir si une communication est meilleure, ou une image, etc. Et je me suis demandé, mais au fond, on fait comment pour être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres ? Et c'est comme ça que je suis entré en philosophie. Je me suis dit, mais il doit y avoir un moyen. Je dirais, j'ai eu quelques anecdotes comme ça, je sais pas, je parle à bâton rompu, moi je n'ai rien préparé, mais je me souviens, je fais beaucoup de vélo, et je me souviens, j'avais demandé, je devais avoir 40 ans, à mon médecin, à quelle vitesse puis-je rouler sans prendre de risques ? Et il m'avait dit, je peux vous faire 3 réponses. La première, pas trop vite. La deuxième, pas plus de 137 pulsations à la minute. Et les 2 premiers, elles ne sont pas satisfaisantes. Pas trop vite, c'est le blabla, c'est le bullshit, comme on dit dans le monde d'entreprise. 137 pulsations, c'est pas du bullshit, mais c'est un peu compliqué. Et je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais à tout instant, vous devez pouvoir parler avec les gens avec qui vous roulez. Bon. Et ça marche très bien. Moi, j'ai beaucoup roulé avec mon fils. Au kilomètre-heure près, et puis on reprend le fait. Donc ça marche très bien. Et donc, c'est une manière rigoureuse, non chiffrée. Et c'est ce que les philosophes appellent un critère. Et je suis entré en philo comme ça, à la recherche de critères, et puis voir mes fonds, la rigueur quand il n'y a pas de chiffres, etc., etc., etc. Alors j'ai eu une vie, je l'ai dit, extrêmement privilégiée. Je suis d'abord pendant une 20aine d'années, j'avais un métier qui tournait autour de la créativité, des brainstorming, et la philo m'a permis de comprendre ce que je faisais. Parce que j'avais fait un livre qui s'appelait L'Atéroscope, je l'ai publié en 85, donc bien avant la philo, et qui a eu pas mal de succès, et les gens étaient contents de ce que je faisais, mais je ne comprenais pas. Et à un moment, je me suis dit, mais je voudrais quand même comprendre ce que c'est la créativité, et bien sûr, je suis retombé en philo pour la même raison que je disais il y a 2 secondes. Alors j'ai eu une 20aine d'années essentiellement autour de la pensée créative, et puis la philo aidant, ça m'a pris 9 ans, parce que j'avais des enfants à nourrir, donc je devais pas aller trop vite, mais j'ai quand même voulu aller au cours, et je ne pouvais pas faire, c'est pas possible, plus d'un examen par trimestre, tellement c'était dur. Alors j'avais été voir le doyen, on s'était mis d'accord, et un examen par trimestre, c'était dur. Donc on n'a jamais rien fait, moral, métaphysique, on ne sait même rien de rien. Et donc, au fil des années, c'est devenu un petit peu plus aisé, pas encore facile, mais les 5 premières années, j'ai été à tous les cours, sinon j'aurais pas réussi. Après, j'allais voir le prof, je dis, bon, quand on avait philo du droit, philo du langage, philo de l'histoire, Bon, à un moment donné,
une espèce de mécanique. Et bon, alors je disais, j'étais moins au cours à la fin, mais ce fut un gros effort. Et donc, pendant que j'étais consultant en créativité, j'ai fait 9 ans de philo et j'ai eu le diplôme. J'ai eu le diplôme, ce qui a été, je dirais, c'était dur, mais ça a été extrêmement utile parce qu'avec mes 2 diplômes, j'ai pu devenir professeur à Louvain, à l'école de commerce. Donc, moi, je suis un homme d'entreprise. Depuis toujours, mon métier, c'est l'entreprise. Je crois à l'entreprise comme moteur potentiel pour que les choses aillent mieux. Alors voilà. Et donc, je voulais enseigner à l'école de commerce, à LSM Management, pour justement avoir en face de moi ceux qui allaient diriger les entreprises. Et donc, normalement, on ne peut pas être prof si on n'a pas un doctorat. Mais comme j'avais 2 diplômes très différents, ils ont dit OK. Bon, j'ai eu mon cours. Et ça a été vraiment... Et donc, ma 3e vie, d'abord la pensée logique, puis la pensée créative. La 3e vie, c'est la pensée critique. Je suis devenu prof de philo, là où je voulais aller, qui est l'école de commerce, donc et puis dans différentes universités. Alors ça, j'étais associé au BCG, donc qui est un peu connu dans ce monde-là, et ça se mettait bien ensemble. Alors voilà, je suis aujourd'hui un peu dans l'élan de tout ce que j'ai fait, mais comme dit Kierkegaard, on comprend très bien la logique de sa vie quand on regarde en marche arrière. Et je vois très bien, quand je regarde derrière moi, je vois, il y a une logique, mais c'est une logique qu'il n'était pas possible de prévoir. On la comprend qu'après. Et donc, Luc, la première question, quel est ton regard aujourd'hui sur le monde de l'entreprise, d'un point de vue global aujourd'hui, chez nous, à l'Occident et en particulier en Belgique? J'ai évidemment le privilège d'avoir un regard sur une grande période de temps. Et puisque je travaille depuis plus de 50 ans, je dirais une des choses qui me frappe le plus. Je suis entré dans une banque, c'était mon premier job. Et donc dans les années 80, la star dans la banque, c'était le directeur des crédits. Je me souviens, c'était un grand type avec des cheveux un peu comme Piccoli. Là. Moi, j'étais jeune informaticien et je me dis, voilà, c'est ça la vie, quoi. Il faut devenir du genre, si je ne suis pas un jour directeur de crédit, moi, j'ai raté ma vie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les années Reagan-Thatcher à ce moment-là. Et on a commencé à inventer des trucs d'un tout nouveau genre. Et en tant qu'informaticien, on m'a demandé de construire une salle de marché. J'étais chef de projet, une salle de marché. Une salle de marché, c'est un peu une grande salle avec des centaines d'écrans et des gens avec des casques Et en fait, qu'est-ce qu'on a observé? Un mouvement où le directeur des crédits, je dirais, il avait de moins en moins d'importance et la star devenait le trader. Le trader, le gars dans la salle des marchés. Et c'est la réponse que j'ai envie de donner. Parce que j'ai vu devant moi un monde complètement changé. Le monde des crédits, c'est quoi? C'est un monde qui pense long terme. Quand on donne un crédit à une usine, on réfléchit sur 15 ou même plus. C'est un monde où il y a des projets. C'est un monde qui est, je dirais, ancré dans la réalité. Si quelqu'un veut construire une usine, je sais pas, pour faire du sucre, traiter du sucre, on est dedans, on est dedans. Et petit à petit, j'ai vu dans cette banque où j'étais un mouvement. Et les stars sont devenus les traders. Les traders. C'est le premier film Wall Street qui avait fort marqué les esprits à l'époque avec, comment il s'appelait? DiCaprio. Absolument. Douglas. Michael Douglas le premier et DiCaprio dans le remake, excusez-moi. Absolument. et donc, Reagan, Thatcher, on a commencé à vouloir 15% de return sur les fonds propres. Dans une banque, si vous voulez 15%, je dis, il faut prendre des risques énormes. Une banque bien gérée, qui prend pas trop de risques, peut, je sais pas, avoir un return de 4-5%, mais pas 15%. Pour faire 15%, il faut commencer à risquer. Et je l'ai vu devant moi, les traders devenir des stars. Et un trader, par opposition à l'homme de crédit, il vit dans l'instant. Un trader se lève le matin, il regarde, et il va dormir le soir. C'est un peu, je dirais, comme aux échecs. Quelqu'un qui débarque dans une partie d'échecs n'est pas handicapé s'il ne sait pas comment on en est arrivé là. Il voit le truc, il fait boum, et puis il part. Et les traders, c'est ça. Tu veux dire que ce ne sont plus des gens qui essaient d'avoir plusieurs coups d'avance? Ils sont plus capables? Il n'y a pas de vision? Mais ce n'est pas dans le métier. Le trader pur fait des deals, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et Trump, qui se présente comme un deal maker, il incarne ça. Ils font des deals.
Et les deals, c'est, en français, je ne sais pas comment je devrais dire, un coup. Ouais, mais enfin, un deal, bref, on est dans l'instant. Oui, il cherche les opportunités. On cherche les opportunités, où qu'elles soient. Si le trader, il entend que, je sais pas, dans le monde du caoutchouc, il se passe quelque chose, il va voir, et puis fait un coup dans le caoutchouc. Le lendemain, ça peut être, je sais pas, dans le poivre ou dans l'uranium. Enfin, il n'y a plus le moindre... Il fonctionne, moi je les ai vus, hein. Il fonctionne avec des deltas, la technologie partout et tout. Et je trouve que ce changement du crédit long terme vers le trading de l'instant, ça caractérise même la politique. Mais si tu le mets en relation avec l'humanité, c'est insensé. Ça veut dire qu'on perd le sens. Qu'importe le sens des opérations, on va avoir une opération positive ou négative. Exactement. Et il n'y a pas de passé, pas de futur. On est dans l'instant. Et je dirais, ce que j'ai vu à la banque, on l'a vu en politique aussi. Donc, quand on lit l'histoire de l'Europe, Schuman, et même en Belgique, il y avait Paul-Henri Spaak, il y avait Henrion, il y avait des gens des hommes, tout parti confondu, qui parlaient de trucs à long terme et tout. Aujourd'hui, tout parti confondu, dans l'instant, des coups, etc. Et donc, c'est un peu déteint partout. Et le trader n'a pas de morale. Puisqu'il n'a pas de projet, il a simplement... Il joue, en fait. Il joue. Et voilà, pour répondre à la question, c'est ce que je ressens le plus profondément aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète. Mais du coup, ça crée de gros gaps par rapport au monde du salariat, au monde de l'employé, celui qui échange son temps contre du service. Je m'explique. Hein, donc, tu as une petite entreprise avec une personne qui trouve une idée et qui a envie de nourrir l'idée. Et puis, cette idée fonctionne bien et donc elle va trouver des personnes qui vont vouloir investir dans cette idée, soit pour l'idée, soit pour le bénéfice que ça peut en tirer. On va spéculer dessus. Et jusque-là, ça peut encore aller parce que le leader est encore quelque part à la racine. Et puis, tu as le moment où ce leader fait son exit. Hein, pour eux, c'est aussi une idée de réussite. Je peux quitter à 40 ans, je fais mon exit, je suis content. Et puis, tu as le gestionnaire qui vient finalement des actionnaires. Et lui, son but, et c'est compliqué parce que t'as accompagné, j'accompagne des gestionnaires qui ont un grand écart entre ce que les actionnaires demandent et l'histoire qu'on doit raconter aux salariés, et que tu sais comme moi que quand c'est pas congruent, c'est pas OK. Comment est-ce parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société de composition. Comment est-ce qu'on aide les gens maintenant à composer ensemble dans ce milieu dérégulé? Ça. Ou insensé, je vais dire. On va garder le côté insensé. Il y a plusieurs questions en même temps. Je suis frappé par les entreprises familiales, au sens large. C'est très intéressant, parce qu'ils ne sont pas dans l'excès. Ils ne sont pas dans le trading. Ils ont des problèmes, justement, comme tu dis ici, hein, mettons qu'il y ait 3 enfants, il y en a un qui se crève à tourner la boîte et les frères et la sœur qui ont envie de faire autre chose, c'est très respectable. Mais comment on est juste dans une situation pareille, etc. Et donc, les entreprises familiales, c'est intéressant. Les grandes comme Michelin ou les petites aussi, les problèmes de transmission. Parce que dans les entreprises qui sont cotées, donc qui n'appartiennent plus qu'aux actionnaires, tous les excès sont permis. Alors, le déréguler, oui. Le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est ce mouvement qui laisse croire, et avec Trump, on arrive au paroxysme où on n'a plus besoin d'État. On n'a plus besoin d'État. Je crois qu'on oublie un peu que derrière les oligarques de la tech, là, qui étaient à la fête là, de Trump, en fait, ils ont des start-up technologiques, mais ce sont aussi des libertariens. Ce sont des gens convaincus que l'État peut être remplacé utilement par un algorithme, surtout si c'est eux qui écrivent l'algorithme. Ce sont des libertariens. Ils trouvent l'État superflu. Et donc, et on le voit bien, les incendies à Los Angeles, les riches qui peuvent avoir des pompiers et ceux qui sont pas riches, leur maison brûle. Bon, on voit bien qu'il faut un État. Et la vraie lutte, je crois que c'est le monde du crédit du long terme, réfléchi en termes de structure de gouvernance de la société. Le monde du trading, non. Il considère ça totalement superflu, et ça devient la loi du plus fort. Si je suis riche, je peux tout faire. Si je suis pauvre, je perds tout. On oublie à quel point, je suis passé devant l'hôpital ici juste à côté, Brugman, on oublie l'incroyable privilège d'avoir un système de santé comme celui dans nos pays.
Il faut pas voyager loin ni beaucoup pour se rendre compte, mais il faut quand même s'en souvenir que ça a un coût et que ça passe par une gouvernance, je dirais, d'hommes convaincus qu'il faut un État. Et dans les entreprises, beaucoup d'excès sont dus aux faiblesses de l'État, notamment. Avec Internet, on le voit bien, 99% de ce qui se passe est en dehors des lois. C'est même pas contre les lois, il n'y en a pas. C'est en dehors des lois. Moi, je crois que je dirais, il y en a qui ont été condamnés, comme Facebook, quand ils ont intervenu là, dans l'affaire du Brexit. Mais je crois que ça ne m'étonnerait pas que Google n'ait jamais enfreint la loi, ou Amazon. Simplement, il n'y a pas de loi. Alors, on ne sait même pas l'enfreindre. Donc, on a un déficit d'étage. On peut discuter tout ce qu'on veut au niveau de l'Europe. C'est là que ça se passe. C'est un peu aussi la grosse différence entre, par exemple, les Royaumes-Unis et nous. C'est que chez nous, tout ce qui n'est pas légalisé est interdit, tandis que chez eux, tout ce qui n'est pas dit est autorisé. Oui. Bon. Mais du coup, j'ai l'impression que, en fait, on est dans un monde de plus en plus contrasté. Ça veut dire que on est dans le pathos régulièrement. Les gens fonctionnent d'abord avec leurs émotions, et puis, quand on réfléchit, c'est bien. Il faut qu'on ait un espace de réflexion. On est noyé par l'information, elle est rarement digérée. Et puis, les gens ont aussi très très peu de temps pour rentrer en profondeur. Et alors, on est aussi en Europe, si on se positionne, on est entre ce choix occidental où le monde de l'entreprise s'est accaparé l'État. Je veux dire ici, là, comme tu le dis, Trump et Musk, ce fameux binôme le prouve. Et de l'autre côté, tu vas avoir des modèles, comme le modèle chinois, où on va être sur l'État central. Et j'ai l'impression qu'en Europe, on n'a pas pu, nous, créer notre modèle, créer notre idéal, qui est issu des Lumières, et où on allait avoir ce vivre ensemble avec l'État-providence 68, tu vois, et puis et on n'a pas traversé Reagan, et on est dans une crise d'un côté très identitaire, avec des personnes qui ont besoin de retrouver une identité unique, propre, vis-à-vis de ceux qui veulent une identité éclatée et tout est bon. Et d'un point de vue économique, et même militaire, et d'un point de vue de nos frontières, on n'arrive pas à se gouverner. Je crois que c'est tout à fait vrai. Moi, je pourrais rajouter à toute première question, grand-père privilégié européen. Peut-être si on fait un petit flashback, parce que l'Europe, c'est l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, dans toutes les dimensions. Et quand on dit qu'il faut faire l'Europe, il faut la refaire. Moi, j'ai enseigné l'histoire des sciences. Et en fait, je connais bien toutes les Galilée, Descartes et tous les Newton et tout. En fait, ils se parlaient. Si on regarde par exemple l'histoire de l'astronomie, c'est assez extraordinaire. Copernic était polonais, donc le premier. Galilée était italien. Kepler était autrichien. Newton était anglais. Descartes, qui a joué un rôle, était français. Et dans d'autres disciplines, Mendeleïev était russe. Enfin bon, il y avait une espèce de... Même des pays en guerre, ils échangeaient. Donc la science s'est construite à travers les frontières et tout. Donc on a été fort. Moi, j'ai commencé ma carrière avec des ordinateurs européens. Olivetti, Bull, Burroughs et all gone. Pourquoi ? Parce que, mon avis, c'est que l'Europe aujourd'hui est trop une structure et pas assez un projet. Quand j'étais enfant, mon père me disait il faut faire l'Europe pour éviter une troisième guerre. Il faut faire l'Europe un peu comme un projet qu'on construit. Il y avait d'abord le Benelux, puis il y a eu ce qu'on appelait le marché commun avec les 6. La CEE. La CEE, etc. Les 6, les 12. Exactement. Avec l'écu et l'espéranto. Absolument. Mais tout ça, c'était des projets. Aujourd'hui, plus personne ne sait répondre à la question quel est le projet de l'Europe. Et ce n'est pas en rajoutant un pays non, en rajouter un pays, c'est augmenter la structure, ce n'est pas... Mais il n'y a pas une Europe, il y a des Europes, finalement. Oui, mais ça, on le voit bien. Enfin, je dirais, moi je suis désespéré. Prenons un exemple de la santé. Qu'il n'y ait pas un commissaire européen à la santé. On l'a bien vu au Covid. Il y avait des ministres de l'enseignement, de la santé partout, mais rien qu'en Belgique, il y en avait déjà un paquet. Bon... Alors, on refait une commission, maintenant, il y a quelques mois, là, avec la nouvelle commission. Je me dis, j'espère au moins qu'il y aura un commissaire à la santé. Non. Et je dirais, l'autre exemple qui me fait mal, c'est la fiscalité.
c'est forcément, tant qu'il est possible pour quelqu'un de travailler en France, de payer des impôts en Belgique, d'avoir son domicile en Suisse, etc., et de jouer sur le tableau, tout ça, c'est moche, c'est moche. Il faudrait, voilà, il y a des projets qui peuvent être fiscaux, de santé, etc. Et j'ai pas envie de dire lesquels, mais l'Europe aujourd'hui est une structure qui n'a plus de projet. Et ça, c'est dangereux. Mais Luc, si on revient un peu sur cette partie d'échec, moi j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que l'Europe ne joue plus ses coups et qu'en fait, on est quelque part, un Trump et un Poutine ont plus de points communs avec une Europe consommatrice et that's it. Doubler des alliés internes, hein, donc les Meloni et Orban et d'autres qui sont dedans. Et Orban, qui était le président en exercice, et qui allait voir Poutine sans demander l'avis des autres, mais ça va pas, non, quoi. C'est effrayant. Et bon, je dirais, je me plains, je ne sais pas ce que je peux apporter, mais je sens qu'une Europe forte, ça devrait être la toute première priorité. Mais alors j'ai une question pour toi. On prend une baguette magique, on imagine, et maintenant, tu es aujourd'hui dans cet espace-temps actuel, et tu as 18 ans au moment où tu es à l'UNIF. Quel choix ferais-tu? Où irais-tu? Dans quelle entreprise tu voudrais choisir d'agir? Donc, dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. À mon avis, je ferais comme mes enfants. Je n'irais plus dans une entreprise. J'ai 3 enfants qui je m'entends bien, une dans le monde de la santé, l'autre dans le monde de la com, et mon fils est plutôt entrepreneur social. Il a une initiative. Il a par exemple, avec des amis, repris le phare du canal à Molenbeek. Il a aussi fait une ferme coopérative à Anguien. Il ne croit plus aux entreprises. L'entreprise, c'est Foupoudave pour toi? Non, la question, c'est qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Oui. Moi, je n'irai plus dans une entreprise. Ça, c'est sûr. Moi, je suis actif dans une petite truc qui s'appelle Cartoon Base, et je vois bien, c'est là qu'il y a de l'énergie, c'est là qu'il y a de l'espoir, c'est là qu'il y a des choses chouettes qui se passent. Quand je vais dans les grosses boîtes, bon, j'y vais parce que c'est mon métier, mais je n'ai pas su que j'aurais envie d'aller. Ils ne savent même plus où ils vont. Il n'y a plus d'espace, hein. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Ou alors le projet c'est la survie. Mais le secteur bancaire, qui me plaisait bien à l'époque, il y avait des tas d'idées. Moi, quand je rentre dans une banque, j'ai envie de sortir tout de suite. D'ailleurs, le problème se pose plus, on ne peut plus rentrer. Donc, on ne doit même plus devoir en sortir. Mais c'est tous ces agences fermées. Mais ça ne va pas, non? Non, la réponse est très claire. Je n'irai pas dans une entreprise. J'aurai des projets par rapport à mes passions. Sans doute liés à la créativité et tout, mais je n'irai pas dans une entreprise. Et du coup, j'ai l'impression aussi qu'on parle beaucoup de ces problèmes dans lesquels on n'a pas beaucoup individuellement de levier. Et j'aime bien aussi quand même aller chercher l'espoir là où il se trouve et de se dire, Luc, quels sont les espaces encore de possibles que tu vois et dans lesquels on peut encore s'engouffrer? Mais je dirais, partout où je vais, il y a des espaces. Bon, moi, je suis beaucoup dans l'enseignement. Donc, à la fois par passion, bref. Dans les écoles où je vais, il y a des gens formidables. Dans les hôpitaux, parce que j'ai été pas mal il y a des gens formidables. De toute façon, ça ne tournerait pas sinon. Donc, je crois qu'il y a des sources d'espoir partout. Mais ces sources d'espoir ne sont pas encouragées, elles ne sont pas libérées il y a des chapes qui sont au-dessus. Et je suis très à l'aise partout, à l'université. Moi, je vois bien, je demande des petits trucs à Louvain. Tout paraît toujours si compliqué, mais non, c'est pas compliqué. Il faut simplement avoir, pour donner un exemple qui me passionne, c'est l'enseignement de la logique. Donc, moi, j'ai découvert à 44 ans, un peu par hasard en faisant la philo, la logique. Je rappelle, je suis ingénieur informaticien. Bon, j'avais jamais fait une ligne de logique. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le syllogisme, Socrate est mortel, etc. Mais c'est quoi ces trucs? Et je dis, mais c'est fou! Comme j'apprends ça à 44 ans par hasard, ça devrait être enseigné à 14 ans et pas par hasard. En tout cas, les bases. Et donc, je pousse très très fort un projet qui consisterait à apprendre aux enfants à penser. Mes petits-enfants, j'en ai parlé tout à l'heure, moi, je vois bien, dans le secondaire, avec TikTok et tous ces trucs, c'est là qu'il faut agir. Et agir, je crois, à l'école, moi, on m'a appris la géographie, on m'a appris le flamand, on m'a appris l'arithmétique, mais on m'a pas appris à penser. Or, je crois qu'aujourd'hui, l'arithmétique, le flamand, autre chose, on peut l'apprendre sur les machines.
ou en tout cas on peut, mais apprendre à penser, non. Ça, il faut vraiment, et c'est pour ça que ma passion pour la philosophie, je la décline aussi bien en entreprise, mais aussi à l'école. Donc moi, mon énergie, mon espoir vient d'abord des générations qui me suivent, de voir tous les projets qui savent lancer, aussi de tous les environnements où je vais, même les plus difficiles, il y a toujours des gens chouettes. Dans toutes les écoles, il y a des gens chouettes. Il y en a qui sont moins chouettes et plus un peu. Et donc il y a en fait de l'énergie, il y a de la bonne énergie partout, mais elle est en général voisine de la mauvaise énergie, quoi. Et donc moi j'ai envie de, voilà. Donc, On discutait avant que tu arrives pour revenir dans le monde de l'entreprise, parce que c'est aussi la difficulté qu'on a, c'est qu'on s'était dit, ce pourquoi nous on a aussi été attirés par le monde de l'entreprise, c'est qu'on se dit, c'est pas à l'université c'est super, mais à l'université on observe, on étudie et on regarde le vivant. Et finalement, qu'est-ce qui transforme le vivant? C'est l'entreprise. Qu'est-ce qui a les moyens? C'est l'entreprise. Ouais. Et donc on s'est dit, allons là où il y a des moyens et essayons, tout aussi avec toute l'humilité qu'on peut avoir, de créer des champs des possibles. Donc nous, on essaie encore de s'accrocher là-dessus, bien qu'on prenne du temps aussi dans l'associatif. Et on se dit, il y a vraiment une confusion, mission, vision, et tu disais d'ailleurs... Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on mélange déjà vision et mission, et on s'en mêle les pinceaux. Et pour moi, on s'en mêle les pinceaux parce qu'on oublie un élément qui doit être au départ de ça, qui est la conviction. Parce que c'est la conviction qui ramène les communautés, qui lie les communautés ensemble. Et j'en remarque que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs aujourd'hui oublient d'arriver à définir leurs propres convictions. Avant même, et pour moi, la conviction, c'est pourquoi on fait les choses. La vision, c'est qu'est-ce qu'on veut voir changer. Et la mission, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour mettre ce changement et arriver au goal. D'accord, je suis d'accord. Et je rajouterai, la conviction, c'est l'énergie. Ce qui fait lever le matin, c'est les convictions, plus que la vision et la mission. Moi, j'appelle ça plutôt les valeurs, mais en fait, c'est la même chose. Les valeurs, c'est les choses auxquelles on croit. Donc, qui font les choses qu'on a envie de transmettre. Et je suis d'accord, je l'ai vu. Hein, et gagner de l'argent ou devenir riche n'est pas une conviction ni un projet, rien du tout. Mais je reviens à mes entreprises familiales. Il y en a quand même... et j'ai eu l'occasion je travaille dans des environnements très, très différents. De nouveau, ce que j'ai dit des hôpitaux et des écoles, dans les entreprises, il y a beaucoup de gens chouettes et qui font bouger les choses dans la bonne direction. Et on voit bien, c'est un peu le rôle du leadership aussi. Oui. Mais du coup, parce qu'on, comme on parlait de conviction, moi j'ai une question par rapport à ce qu'on expliquait avant, avec ce côté, j'aime beaucoup la transition entre les projets long terme et qui ont viré vers l'instantané. Quand on voit des puissances comme la Chine aujourd'hui, que moi je regarde en me disant... il est élu à vie, hein, soyons clairs, mais du coup, il a le luxe de pouvoir avoir des convictions parce qu'il peut voir à long terme, et on le voit ici sur comment eux vont gérer l'électrique, où ils parlent déjà de passer sur l'hydrogène, etc. Mais comme ils ne sont pas du tout dans l'instantané, le gars, il est là, quoi qu'il arrive. Ouais. Est-ce que c'est pas vers ça qu'on doit commencer à tendre et essayer d'amener les choses, se dire, on va arrêter de faire du court terme et de mettre en place des gens qui vont avoir le luxe de pouvoir penser sur 15, 20, 30, 50 ans? Pour compléter, Luc, c'est prendre une phrase aussi que j'avais entendue chez des étudiants quand j'animais des cours de théâtre, où l'un m'a dit un jour, mais est-ce que Steve, il vaudrait quand même pas mieux une bonne dictature par rapport à une mauvaise démocratie? Tu vois, ça parle un peu à ça. Alors je dis non. Mais justement, dans les convictions, il y a une espèce de conviction première qui est la démocratie. C'est clair qu'une dictature peut être efficace. Il y a des dictateurs qui ont... Hitler, il a fait des autoroutes, il a fait... Et les gens... Mais non, je dirais, avant ça, a priori, non. Non, je crois que... ce qu'on vit maintenant, pour moi, c'est la plus grande marche arrière de ma vie. Donc j'ai 76, l'histoire que j'ai lue, mais je trouve que ce qu'on vit depuis quelques mois, c'est la plus grande marche arrière de ma vie, par rapport à mes convictions. Aussi bien en termes d'environnement que des droits des femmes, dans toutes les dimensions, la marche arrière. Alors peut-être qu'il faut maintenant essayer de repartir, d'encaisser le coup. Et c'est clair que moi, je ne crois pas aux dictatures. Je ne crois pas, parce qu'il y a les perdants, ça va pas. Mais du coup, Luc, oui. Qu'est-ce qui empêche les hommes, avec un grand H, de sortir
tous ensemble et de se dire on arrête là, on se met en pause et c'est pas OK pour nous. Qu'est-ce qui nous rend malgré tout Je crois que corvéable? Pour beaucoup de gens, c'est tout simplement pas possible. L'écrasante majorité des gens ne peuvent pas faire ça. Ils sont obligés, ne fût-ce que pour pouvoir manger. Parce que les révolutions sont des révolutions bourgeoises pour toi? Ben oui, quand même. Hein. Quand même. Disons, oui. Oui, j'ai envie de dire essentiellement. Quand on a vraiment faim, je crois que c'est difficile de... Il y a peut-être des exceptions comme... mais bon, celle auquel je pense que ça rapidement, c'était plutôt des... Mai 68, enfin bon, et la Révolution française, c'était quand même la bourgeoisie qui s'est... Oui, plutôt oui. On en revient, ça me fait penser justement, donc si on part vraiment dans cette dynamique des sociétés, j'aimais bien Gilles Deleuze qui parlait justement du rapport à la droite et à la gauche, où tu sais, donc il disait que c'est quoi un homme de droite? Quelqu'un qui pense moi, mon quartier, mon pays, tu vois, l'Europe, le monde, et quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui pense le monde, mon pays, et finalement il n'y a pas beaucoup de monde de gauche. Pour en venir à... J'avais lu un article et j'en ai écrit un par rapport à Trump, avec, tu sais, ces gens qui sont bien partout, la pensée d'Attali, et ces gens qui sont bien quelque part et qui n'arrivent pas à vivre dans ce monde-ci, dans ce nouveau monde, finalement, où les frontières sont claires, sont peu claires. Et cette gauche qui a vraiment pris le chemin de la défense identitaire, des identités, et qui a quitté un peu le chemin de la lutte des classes, parce que finalement, c'est ce que tu me dis là, c'est le rapport de la lutte des classes. Est-ce qu'on a loupé quelque chose là-dessus? Ben, le constat est là, hein. Il y a quelque chose de loupé. Quand on voit la situation dans laquelle on est, il y a une faillite des partis, de gauche, de droite, de tout le monde. Tout le monde s'est fait déborder, la droite par l'extrême droite, la gauche par je sais pas quoi. On est devant un constat de faillite. Moi, je reviens évidemment aux grands que j'ai connus. Il y avait les hommes d'État. Et non seulement des hommes d'État, mais aussi les grands commissaires de l'État, des fonctionnaires de l'État qui étaient des grands monsieur qui s'occupaient... voilà. On est face à un constat de faillite. Et tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui votent extrême par rejet ils se sont sentis soit abandonnés, soit ils ont peur, et je dirais parfois à juste titre, il y a un constat d'échec. Bon, alors maintenant, pour, disons, relancer le truc, je ne crois pas aux extrêmes. Je crois qu'il faut reconstruire là où il y a eu l'échec. Ils ne sont pas prêts, vu qu'on voit qu'il y a quand même ils sont un peu phagocytés, les lobbyistes ont presque leur bureau à la porte de la communauté européenne. Ça c'est clair. Hein, donc, tu penses qu'on peut passer sans un strike? On peut réussir à inverser la tendance? Il est encore temps et tu penses qu'on a les moyens? Le vent souffle fort. Le vent souffle fort et j'ai une nature à plutôt être dedans que dehors. Je préfère agir dedans que de l'extérieur. Ça, c'est ma nature. Moi, je veux croire que oui. Et je reviens à toutes ces bonnes énergies qu'il y a partout. Bon, je vais à Molenbeek, là, où mon fils a ce restaurant. Il y a plein de gens chouettes. Par exemple, à Molenbeek, moi, je trouve qu'il faudrait faire un projet Molenbeek-la-Neuve. Ce qu'on a fait Louvain-la-Neuve, quand moi j'y étais, en fait, il n'y avait rien, des champs, et on a fait un projet Louvain-la-Neuve, et ça a marché parce que c'était un projet. Et Molenbeek, moi je ferais un projet Molenbeek-la-Neuve. Un projet qui, de nouveau, va tirer des énergies, avec éventuellement un statut fiscal, enfin, Molenbeek-la-Neuve, quoi, qui fasse un projet. J'aime beaucoup cette idée de projet structuré. Ça me revient tout le temps. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde de structures qui, pour la plupart, ont foiré, et on doit retourner dans un monde de projets en essayant qu'ils réussissent. Est-ce que c'est pas justement pour le souci de la course immédiate à la popularité, et donc on doit avoir un bon résultat tout de suite, et c'est ce qui nous empêche de pouvoir construire un projet, puisque comme dans tous les projets, on ne peut pas contenter tout le monde, sinon on vendrait des crêpes, et encore. Oui, j'espère qu'il y a une troisième voie, parce que le long terme, grâce aux dictatures, non. Pas spécialement à cause d'une dictature, mais de pouvoir se dire, je ne dois pas avoir quelque chose de positif tout de suite, oui, mais je peux voir sur une plus longue distance et de se dire qu'on va passer... On va revenir aux entreprises familiales. Hein, quand je vois le type de Patagonia là, qui
Alors, il y a des exemples qui... Le système d'équation, je le sens plutôt là-bas. Donc, des entrepreneurs qui ne sont pas obsédés par le return, qui sont libres des actionnaires, donc ils n'ont pas des chiffres, des dividendes à donner. Et donc, je connais un peu Fabien Pincars, là, chez Odoo, ça me plaît bien, quoi. Il crée de la richesse. Si on veut partager la richesse, il faut en créer. C'est un peu l'idée des entreprises. Eh bien, des entrepreneurs à la Pincars, moi j'y crois. Et donc ça, c'était aussi le rôle de l'État, c'était de mettre les balises. C'était de dire, voilà, un État, à partir du moment où vous dépassez, ça pourrait être une utopie, vous dépassez un certain profit, eh bien ce profit-là, vous n'en avez pas besoin, on peut se le répartir, ou Ouais. tu sais, mettre les jalons. Ce serait mieux que les gens le fassent spontanément. Oui, mais dans une culture où, aujourd'hui, enfin, dans ta jeunesse, le héros, c'était Superman. Aujourd'hui, le héros, c'est le pingouin de Batman, tu vois. Ouais. C'est ça le truc aussi. Ouais. C'est le salaud, le héros dans les séries. La culture qu'on nous importe, c'est de dire le mec mafieux qui est sympa, qui va quand même voir son psy. Je prends Les Sopranos, super série, by the way. Mais c'est quand même lui le héros, finalement. Pas pour moi. Bah non. Mais tu comprends, voilà. qu'on est dans une culture où l'éthique, réussir avec éthique et avec le goût des autres, c'est has-been. Pas pour moi. C'est à ça que je crois et j'y croirai jusqu'à mon dernier jour. Et je suis envahi par des contre-exemples à ce que tu dis. Hein. Sinon, ça ne marcherait pas. Il y a les écoles... Non, ça ne marcherait pas. Il y a des tas de gens formidables, des entrepreneurs qui ont un plaisir à donner du boulot. Quoi. Donc, bon, moi, j'ai créé une petite boîte qui s'appelle Cartoon Base, on n'est que 50. Mais là, il y a une quinzaine d'artistes qui ont des contrats à durée indéterminée. Et je sens bien que c'est bien d'avoir fait ça. Parce que, bon, en fait, j'ai branché le monde des dessinateurs dans mon entreprise, un peu, c'est ça le truc. L'entreprise est contente parce que c'est un peu plus rigolo et les artistes sont contents, ils ont du boulot. Eh bien, moi, ça me plaît, quoi. C'est ça que... Bon, je ne vais pas parler de moi, mais c'est un exemple, oui. Et en fait, je pense que pour les salariés, tout salarié voudrait rentrer dans ce genre d'entreprise. Si on était dans le contexte où, comme toi, tu pouvais rentrer partout, tu avais décidé de rentrer à la Générale de Banque, parce que je pense que la banque à l'époque n'était pas la banque d'aujourd'hui et parce qu'il était proche de la gare. Ah ben voilà. Je pense que les entreprises finalement agressives auraient plus de difficultés à recruter. Aujourd'hui, l'enseignement a des difficultés à recruter alors que l'enseignement est essentiel. Oui. Ah, ça, on voit bien, le recrutement devient difficile en partie parce qu'il y a plein de jeunes qui ne veulent plus aller nulle part. Ni dans une école, ni dans une entreprise. Ils font leur truc. Et je crois que le rôle de l'État, c'est d'encourager ça. Parce que je suis frappé de voir... moi, j'ai été salarié 25 ans, je suis indépendant depuis 30 ans. La différence est trop grande, c'est pas normal, quoi. On pénalise trop celui qui prend des risques et on a tendance à... Oui, mais là, on est dans un tout autre sujet. Mais, hein. Oui, mais après, est-ce qu'on ne reste pas, et ça c'est de notre faute, et c'est la période qu'on oublie, c'est d'arriver à sortir des modèles qu'on connaît. Tu parlais des entreprises, il y a quelques années, il y a un entrepreneur américain qui, après plusieurs articles qui expliquaient qu'avec 70 000 $ par an, de ce qu'on gagne, c'est le bonheur. Au-delà de ça, tu ne seras pas plus heureux si tu en as 100 ou 120. Et lui avait dit, OK, tous mes employés vont tous gagner la même chose. Donc ils ont tous, de la réceptionniste au truc, 70 000 $ par an. Enfin, c'était plus ou moins le montant. Et s'il s'est ramassé, pas à cause de lui, mais de tous les employés ont commencé à regarder le modèle existant, et donc ça a foiré complètement. Oui, il y a des modèles d'entreprises libérées qui ont réussi les tests aussi. Mais ça en revient à un sujet, c'est le faire société. Que ce soit une entreprise, une organisation, notre pays, l'Europe. Il y a la question du faire société. Qu'est-ce que c'est que faire société? Quels sont les ingrédients essentiels? Et qu'est-ce qui aujourd'hui met en péril ou nous empêche de faire société, selon toi? Qui est nous? Alors, le nous, rentrons dans un aspect aujourd'hui, nous, organisation en Europe, créateurs de valeur, qu'est-ce qui nous empêche de faire qu'est-ce qui nous empêche de faire société? Essentiellement, qu'on a été tellement gâtés. Et forcément, quand on a été tellement gâtés, on n'a pas trop envie de changer. Plus d'efforts à faire, on ne veut plus faire l'effort. On a quand même une prospérité en Europe, mais c'est inouï, quoi. En partie sur les colonies. Hein. Donc, on a accumulé une richesse.
Et je crois qu'effectivement, on peut comprendre qu'on n'a pas envie de changer. Ça, quand je vois tout ce qu'on a pu accumuler, disons, surtout ma génération, mes enfants, leur vie est plus difficile que la mienne, et mes parents, c'est plus difficile que la mienne aussi. J'ai une espèce d'impression d'avoir un sommet. Mais je dirais, ce qui nous empêche, c'est peut-être le rêve de croire qu'on peut être gâté comme il y a 20-25 ans. Et est-ce qu'on pourrait faire une société avec une décroissance? Ce serait imaginable pour toi? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crois que la population... Une société prospère en décroissance. Mais ça dépend de décroissance de quoi? Une décroissance économique et une prospérité sociétale? Mais la croissance économique, tant qu'on la mesure en termes d'argent, je crois que c'est le critère lui-même qui n'est pas bon. Hein. Je dis toujours, hein, les embouteillages font augmenter le PNB. Donc plus le ring est bloqué, plus le PNB monte de tous les sens qu'on brûle, etc. Donc je crois que même les instruments de mesure doivent être changés. Mais par rapport à la question, moi je crois qu'on n'a tout simplement pas le choix. L'intelligence artificielle consomme tellement d'énergie que le problème n'est pas là, c'est l'électricité. Maintenant, les Microsoft et autres commencent à acheter des centrales nucléaires Donc, il y a un moment donné une limite. La Terre est un système fermé et on est à la limite. Et la population, on est trop nombreux. Quand moi je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. En 48, 2,5 milliards. Aujourd'hui, on a passé les 8. Donc, plus de 3 fois sur ma vie. C'est quand même pas si long que ça. Donc, on vit ça. Il ne faut pas croire que non, ça va être ça, de gré ou de force. Et la question n'est pas faire ça. La question, c'est de gérer ça plutôt que de le subir. Parce qu'il y a une maladie où il y a 3 milliards de morts, on a ça. Mais ce n'est pas tellement le scénario que je voudrais. Je lisais l'autre jour que le Bitcoin consomme autant d'électricité que la Pologne. Donc, une crypto-monnaie, parce qu'il y en a d'autres, c'est la plus grosse, mais c'est quand même qu'une, autant d'électricité qu'un pays. Il ne faut pas croire que ça va être longtemps possible. Tout simplement, ça n'est pas possible. Et par exemple, les crypto-monnaies, je trouve qu'il faut les arrêter toutes. Toutes. Parce que, je dirais, elles ne sont pas indispensables. On peut très très bien vivre sans crypto-monnaies. Pour moi, les crypto-monnaies, il faut arrêter. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas le moindre argument pour dire qu'il faut des crypto-monnaies. Je n'en vois pas. Tout le blockchain qui consiste à désintermédier, je ne suis pas nécessairement contre. Et a priori, c'est vrai que certaines administrations, mais je donne l'exemple des crypto-monnaies, la consommation, mais c'est inimaginable, hein, la consommation de ça. Moi, je crois qu'il faut arrêter tant qu'on n'a pas trouvé une solution à long terme au problème de l'énergie propre. Alors, si jamais on la sort, alors je veux bien croire. Mais aujourd'hui, un homme raisonnable arrête les crypto-monnaies. Il y a l'énergie, non seulement l'électricité, mais la consommation d'eau. Il faut savoir que toutes les 10 requêtes que vous faites sur ChatGPT consomment un demi-litre d'eau. Et ça multiplié par le nombre de requêtes que chacun fait. Et en Espagne, maintenant, ils doivent détourner des rivières et bientôt, et le coût du Groenland, c'est presque logique. Quand on est dans cette situation-là, on achète du froid. Mais bon, ça n'est pas bien. Mais là encore, on revient à cette question, à ce bouquin qu'on avait lu tous les deux, donc le bug humain, tu vois, et où on se dit, mais on ne peut pas à un moment donné, c'est comme, tu vois, l'expérience des enfants où tu mets les bonbons devant l'enfant en lui disant tu n'y touches pas, et puis on quitte la pièce, et puis voilà, après combien de temps tu craques. C'est compliqué à un moment donné de mettre autant de facilité autour sur le pouce et l'index de quelqu'un et lui dire et surtout n'y touche pas parce que ça et en plus c'est horrible parce que il y a une double contrainte. Tu es has-been si tu l'utilises pas, tu n'utilises pas ChatGPT demain par rapport à un collègue, tu dois prendre beaucoup plus de temps et donc tu ne peux plus. Donc on t'oblige, mais sachant plus que tu détruis la planète et c'est dégueulasse. Il y a quelque chose qui va pas, il y a une double contrainte là-dedans. On est absolument d'accord. Parce que le marchand de bonbons, lui, j'ai envie de dire, on peut rien lui reprocher. Il n'est pas, je dirais, concerné par le test de l'enfant. Par contre, avec le TikTok, oui. Je dirais quand Zuckerberg dit froidement le fact-checking, je n'ai plus vraiment besoin et tout, c'est de la complicité. Il ne faut pas l'appeler autrement. Mais on revient au truc de l'Europe, hein, qu'on ne sache pas empêcher ça. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Mais on ne le sait pas, on ne le veut pas. Quand Trump, lui, quand il dit « moi je ne vais plus utiliser TikTok parce que c'est chinois »,
il le peut. Donc en fait, c'est pas qu'on ne le peut pas. Ce serait terrible de dire qu'on ne le peut pas. C'est croire qu'on est impuissant par rapport à ça. On est totalement dans les mains de personnes qu'on ne contrôle pas. Donc, quand je vois que plus de la moitié des adolescents s'informent quasi exclusivement par les réseaux sociaux, surtout TikTok, bon, il y a quand même une urgence. Pour moi, il y a une urgence de même type que le Covid. Donc, il y a des enfants qui grandissent dans des milieux où on fait un peu attention et tout, mais il y en a quand même beaucoup qui sont dans des... Bon, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et quand je vois, par exemple, un truc qui me fait sourire, mais c'est la Libre Belgique où j'ai écrit un site internet qui ressemble comme deux gouttes d'eau au site internet de la RTB. Je parle de l'information de la RTB. Bon, quand on les voit, bon, c'est l'actualité, les titres, etc. Mais la Libre Belgique appartient à un groupe qui s'appelle la presse écrite et la RTB, un autre groupe qui s'appelle presse audiovisuelle. D'ailleurs, c'est rigolo, presse audio, enfin bref. Et donc, voilà deux entités, la Libre Belgique et la RTB, qui font un truc qui ressemble très fort. Ça s'appelle un site internet, mais qui répondent à des règlements complètement différents. Il y en a un qui subsidie et l'autre pas et tout. Et donc, il y a une espèce de bagarre là. Mais cette bagarre est dérisoire parce que c'est à l'étage du dessus. Parce que dans pas longtemps, plus personne n'ira ni la Libre Belgique ni contre la RTB. Disons, j'exagère. Mais la vraie enjeu, c'est mais comment ils s'informent les ados aujourd'hui? Mais c'est déjà le cas. Enfin, si tu prends la nouvelle génération, tu penses vraiment qu'elles vont sur Ovio ou lire la Libre? Et donc, on parle beaucoup d'une actualité qui est tous les jours un peu moins importante. Alors quand bien même il y a un juge très malin qui dit on va faire un nouveau deal, RTB, tout ça devient... Bon, c'est obsolète. C'est obsolète. La question, c'est TikTok et assimilé. J'ai eu une démonstration il n'y a pas longtemps, un truc qui s'appelle MyAI. Donc, je ne sais plus qui est... Tu vois qui c'est? Oui. Qui est donc un chat GPT pour ados. Enfin, qui est vraiment... Et je crois qu'il appartient... Je ne sais même pas à qui il appartient, peu importe. Et apparemment, il y a plus d'ados maintenant. Les ados passent plus de temps avec ce MyAI qu'avec les amis. Donc, et le soir, dans leur lit, ils disent, voilà, j'ai eu une mauvaise journée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un tel qui m'a dit que j'étais pas gentil. Ah, pourquoi, etc. Et donc, ils interagissent avec quelque chose qui est tellement virtuel. C'est ça le débat. RTB Libre Belgique, ça, c'est pour nous, ça. On avait eu une question, un échange sur justement, beaucoup de personnes, alors que c'est déjà trop tard, se poser ces questions-là, c'est déjà trop tard, ce sont des questions, on dit, tiens, est-ce que l'IA est dangereuse ou pas? Ou est-ce qu'on pourrait s'en passer ou pas? Je me suis dit, mais en fait, c'est pas l'IA qui est dangereuse, c'est l'anthropomorphisme. Oui. En fait, on est des grosses poules. Tu nous mets un œuf, on le couve. Et donc, tu mets une IA qui va dans ton sens et qui t'aime, ou qui te donne tous les aspects de l'amour et de l'attention plus que de l'amour, je pense, et tu finis par l'aimer. Oui, absolument. Mais c'est une question d'éducation, et ça commence très très tôt, parce que parfois il y a des gens qui disent merci à ChatGPT. Ben non, on dit pas merci. Oui, mais on est poli. On est conditionné. Oui, c'est juste au cas où, tu vois. Moi, je dis bonjour et au revoir à Alexa à la maison parce que le jour où il y a la révolte des machines, j'espère qu'elle dira à tous ses potes, oui, non, mais pas lui, il était cool. Lui est sympa, il disait bonjour. Ouais, mais là, on en rit, mais... C'est l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Il y a Louis de Disbach a fait un livre sur ça, Bonjour ChatGPT, et il pose très très bien la question. Justement, non, la réponse en non, un outil est un outil. Ça peut être, je dirais... Personne ne dit merci à des lunettes parce qu'on voit mieux, quoi. Or, je vois mieux grâce à mes lunettes, mais je ne dis pas merci. Donc, c'est un peu la même chose. La raison même d'un outil, c'est d'être plus fort. Personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, alors ne nous étonnons pas que la machine est plus forte, c'est pour ça qu'elle est faite. Oui, mais tu sais, il y a aussi cet adage, tu sais, ce que nous possédons nous possède. Est-ce qu'on n'est pas un peu là-dedans? On rentre dans ce monde, cette matérialité, et il ne faut pas rentrer uniquement dans l'IA, cette matérialité qui nous empêche de trouver notre liberté, de se la réapproprier. Je dirais, on peut, tu le dis toi-même, il y a une accumulation de choses. Moi, je suis obsédé par le déficit. Ce qui manque, c'est penser. C'est réfléchir. L'espace vide. C'est réfléchir. Je crois que le vrai... Moi, je veux bien TikTok et tout, si en même temps, il y a une démarche où on pense. Mais qui est là derrière? La pensée critique. La pensée critique, c'est, je dirais... Qu'est-ce que c'est être critique? C'est accorder sa confiance avec discernement.
Parce qu'en fait, il y a deux positions extrêmes. Il y en a une qui est « je crois rien hein, », bon, ou l'autre « je crois tout ». Ni l'une ni l'autre n'a beaucoup de sens. Donc, nous sommes condamnés à croire un peu. Bon, mais comment on fait? Eh bien, ça, c'est la pensée critique. Et en fait, il faut accorder sa confiance avec discernement en se méfiant de 4 choses. D'où vient l'information? Bon, d'où vient-elle? Quelle est la solidité de l'argumentation? Quel est le canal par lequel ça m'est arrivé? Et surtout, se méfier de soi-même. De soi-même, de ses propres biais, de ses propres faiblesses, fragilités. Par exemple, nous avons tous tendance à croire plus facilement quelque chose que l'on espère. Si le jeudi on dit dimanche il fera beau, tu le croiras mieux, plus facilement que si on te dit dimanche il pleuvra. C'est le Titanic, t'as toujours l'espoir. Voilà, et on croit toujours plus et on attache plus d'importance aux choses qui confortent, etc., etc. Et donc dans la pensée critique, il y a aussi une méfiance par rapport à soi-même. Si je crois ce truc vrai... Le billet de Halo, tous les billets. Et peut-être que si je crois ça, c'est parce que je souhaite que ça se passe. Et que c'est moi le problème, etc., etc. Et donc, la pensée critique, ça forme un tout, c'est prendre le volant de sa propre réflexion. Et avec toutes les... Enfin, il y a tellement de choses. Il y a la partie plutôt biais qui est personnelle et un peu incontrôlée. Puis il y a aussi la partie arguments fallacieux, qui sont les pièges, qui sont alors là délibérément tendus. Et un des pièges que j'observe le plus en plus, parce que j'ai fort étudié ça, c'est quand ce qu'on appelle le syllogisme tronqué. C'est-à-dire, on ne met pas sur la table la partie la plus importante. Moi, quand je dis, je peux juste donner un exemple, quand je dis à quelqu'un il faudrait faire la philo à l'école, on répond très souvent non, parce que sinon on n'aurait pas le temps de faire le reste. Bien, mais où est la proposition qui me dit que le reste est plus important que la philo? Mais la pensée critique, est-ce qu'elle ne nécessite pas également la mise en relation? Est-ce que... Ah oui. Parce que j'ai le sentiment que, je te prends un exemple concret, un symbole, c'est dans nos villes, on a encore souvent des kiosques. Tu sais, ces kiosques à musique. Et le kiosque, pour moi, est marquant parce que le kiosque, c'était l'endroit, quand tu te promenais dans une ville silencieuse, tu étais attiré par un son. Et voilà, et tu étais attiré par le son parce qu'il était rare. Aujourd'hui, quand je vois les kiosques, ils sont vides, mais tu pourrais jouer sur un kiosque, tu n'attirerais plus personne parce que la ville est en bruit. Ouais. J'ai l'impression que nous-mêmes sommes constamment dans le bruit et que pour avoir cet esprit critique, il faut avoir un espace de silence et de rencontre. La maison du peuple, ou prend tous les, enfin, la maison du peuple pour certains, l'église pour d'autres, ces moments où on se déconnectait, où en fait on se reconnectait à l'humain et à la proximité, qui nous permettait de créer du lien et en même temps, en plus de ça, de se rassembler et de faire front commun. Parce que même avec ton esprit critique tout seul dans ta chambre, c'est démoralisateur. Hein. Je crois que l'esprit critique seul, c'est un peu une contradiction. L'esprit critique, par définition, c'est face à un livre ou à quelqu'un. Donc, c'est dans l'interaction. Mais je suis bien d'accord. Et le fait d'enfin interdire les téléphones en classe, ça va dans ce sens-là. Donc, on va peut-être plus parler aux collègues, aux condisciples, c'est ça, et aux profs, comment on a pu laisser entrer les téléphones dans les écoles, quoi. D'ailleurs, il y a la Suède qui fait marche arrière et qui supprime les tablettes à l'école et les cours pour revenir sur papier et crayon. Parce qu'ils se sont rendus compte que justement, il fallait que les élèves reconnectent entre eux. Mais justement, on dit toujours, on va à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Eh bien, je crois que ça, c'est les deux choses qu'il faut redécouvrir. Apprendre à lire et apprendre à écrire. Finalement, écrire. ChatGPT n'écrit pas. ChatGPT calcule. Sur base de statistiques, et produit à la chaîne des phrases qui ont du sens, enfin, qui ont l'air d'avoir du sens, parce qu'il y a une certaine logique probabiliste qui le donne. Mais écrire, c'est s'engager. Écrire, c'est prendre position. Écrire, c'est... Bon. Et en fait, ChatGPT n'écrit pas. Mais c'est là que, tu vois, moi j'ai vécu une jeunesse où t'étais le gamin, on n'avait pas de relation d'amitié avec nos parents. Si on allait au restaurant, on était les emmerdeurs parce qu'on bougeait et ils disaient « va jouer dehors ». Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'espace public n'est plus du tout occupé par les enfants.
L'affaire du trou, je pense, nous a traumatisés. Et du coup, on leur met une tablette devant. Tu vas au restaurant, là, les enfants sont sages, ils sont hypnotisés. Ils sont en état d'hypnose. Pour moi, l'hypnose, c'est quand tu es dans le non-réel, tu sais. Oui. Eh bien, tu te réveilles, tu vas avoir ton smartphone, tu commences en état d'hypnose, tu prends ta voiture, t'es hypnotisé par ton podcast, t'arrives dans le milieu du travail à 22 degrés, il n'y a pas d'horloge, puis tu vas au centre commercial et t'es toujours en état d'hypnose. Oui, je suis d'accord. À Las Vegas, c'est comme ça. Hein. Je me souviens, dans les casinos, il fait toujours la même lumière pour que les gens ne sachent plus l'heure qu'il est. Il y a de montres nulle part. On peut à tout moment avoir un petit déjeuner ou n'importe quoi. On peut faire ce qu'on veut. Mais par rapport aux écrans, les parents sont quand même aujourd'hui, un peu responsables aussi. Et en fait, c'est très paradoxal. Moi, toujours, quelqu'un me dit qu'il ne veut plus laisser aller ses enfants prendre le métro après 20 heures. Je dis, moi, je veux bien parce que c'est dangereux. Mais entre-temps, ils ont leur tablette dans leur chambre. Et je crois que c'est autrement plus dangereux une tablette que le métro. Mais Luc, j'ai fait l'expérience avec un de mes gamins qui est maintenant un plus grand. Je lui avais dit, on est mercredi après-midi, tu quittes la télé, tu quittes tes écrans, tu dégages, tu prends ton vélo, tu vas dehors. Il revient 1 heure après en disant, mais ils peuvent pas sortir les autres. Ah, voilà, c'est... Ouais. Donc c'est terrible parce que souviens-toi, on avait des panneaux dans les rues, attention, les enfants jouent. Oui. On les a retirés, c'est un peu comme les téléphones publics, ça n'existe plus. Donc le rapport à l'espace public, Luc, j'aimerais bien qu'on aborde cet espace-là aussi, l'espace de liberté. J'ai eu un espoir avec les Gilets jaunes, qui avaient leur travers aussi, mais qui, à un moment donné, des personnes s'étaient arrêtées pour occuper l'espace public. Qu'est-ce que tu penses de cet espace public ? Le forum, oui. L'Agora. L'Agora, c'est un peu la même chose. C'est effectivement, c'est une longue histoire, parce que la télévision a enlevé les gens des cinémas, mais je crois qu'il y a quand même des nouveaux espaces publics. Quand on voit la place Flagey, etc., il y a quand même, où le piétonnier sur lequel tout le monde s'est plein. Moi, je vais souvent, puisque j'ai pas de voiture, je vais en métro, mais il y a plein de vies, là, il se passe plein de trucs. Moi, je reste fondamentalement optimiste. Peut-être que c'est une forme de lâcheté, on me dit, parce que sinon, je serais... C'est ce que tu veux voir. Oui, exactement. Je veux voir le bon là où il est. J'aurais du mal à me dire que tout est foutu. Je veux pas le croire. Et je serais même gêné, avec tout ce que j'ai eu, de le dire. Oui. Mais est-ce que c'est pas justement ça, et je pose la question comme ça, le fait qu'on veut absolument qu'il y ait de la vie, que ça bouge, que jamais ça s'arrête. Je vois ça avec ma fille. Quand elle vient chez moi, elle me dit « Papa, je m'ennuie. » Oui, ennuie-toi, qu'est-ce que je te dise ? Et c'est là qu'elle devient la plus créative. Elle est, parce que son iPad, elle l'a pas. Est-ce qu'on n'a pas justement cette peur que il se passe rien, il y a rien à faire. Ouh là là, il faut qu'on remplisse. La peur de vie, oui, c'est ce que disait Blaise Pascal. Hein, le plus grand malheur du monde, c'est qu'il s'est pas resté seul sur une chaise. Donc ça, dans une pièce vide. Donc là, c'est il y a 400 ans. Donc oui. Mais il y a des solutions à tout. Voilà, moi je veux croire, et plus je suis avec la jeunesse, plus je crois qu'il y a une solution à tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur réapprendre à être seuls sur une chaise avec eux-mêmes ? Oui. Mais est-ce que ça s'apprend ? Moi, je rebondis là-dessus. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à apprendre aux jeunes aujourd'hui. C'est notre échec, je trouve. Oui. Et j'ai l'impression qu'on doit apprendre à gérer nos propres angoisses par rapport à notre jeunesse. Ils sont moins angoissés. Enfin, moi, je crois qu'ils sont moins angoissés que nous. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont moins angoissés que moi. Mais papa, on va s'en tirer, et tant mieux. Hein. C'est intéressant, c'est parce que vous pensez qu'ils sont moins angoissés, mais en même temps, ils sont tous sur MyAI. Ah, mais pourquoi ? Alors, c'est Simon Sinek qui disait aussi, Simon Sinek disait, pourquoi à un moment donné, ton jeune va sur une tablette ? Il disait, en fait, tu rentres, tu t'installes dans ton sofa et t'es crevé. Et puis ton gamin, il n'est pas sur une tablette. Il vient te voir, il dit, on fait ça ? Attends, laisse-moi rentrer, laisse-moi respirer. Ouais. Oh, mais on fait ça. Attends, j'ai pas le temps. Écoute, et en fait, ils sont pas sur une tablette. On les met sur une tablette. Oui. Et je suis convaincu, c'est vraiment une conviction, et je le teste avec ma fille. Dès que j'en ai conscience et je lui dis, on fait ça, elle me dit oui. J'ai jamais eu ma fille qui me dit, attends, je vais sur ma tablette. Elle va sur sa tablette quand elle est seule pour combler un vide. Par défaut, oui. Et donc, apprendre à aimer le vide, fine. Mais il faut que nous, on puisse apprendre. Et puis, alors, du coup, j'ai envie de te dire, pour terminer ce moment-là, avant notre dernière question, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans le train, dans la voiture, qui vont vers le chemin du travail, qui cherchent le sens,
qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là? Quel silence accablant. J'ai du mal à dire quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, je dois savoir un peu à qui j'ai affaire pour donner le conseil. En tout cas, pour toi-même, pour les salariés qui échangent leur temps dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui et qui doutent encore. Moi, je pense beaucoup aux passions comme source d'énergie. Et je dirais, parmi tous les privilèges qui ont été les miens, quand j'ai eu 40 ans, j'ai transformé ma passion en métier. Ma passion pour les idées, pour la pensée qui m'habitait, j'en ai fait mon métier. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et je trouve que je dirais, ça dépend de l'âge des gens mais à cette génération-là, je dis, je vous souhaite un jour de pouvoir transformer votre passion en métier. Parce que je crois qu'il faut travailler, et je crois que quand on travaille sa passion, c'est pratiquement le meilleur cocktail. On ne travaille pas. Ben bon, on ne travaille pas, voilà. Bon, il reste toujours le stress. Moi, on me dit, et certains même me reprochent, papa, tu travailles encore, etc. Mais je n'ai pas arrêté de travailler, mais j'ai arrêté de me stresser. Et je remarque aujourd'hui, je travaille dans des projets où je me sens utile, où j'ai un certain profit moi-même et surtout où je suis en confiance. Il m'est arrivé souvent de travailler avec des gens dont je n'ai pas tout à fait confiance, parce que c'est le business, quoi. Mais voilà, quand on a les trois, l'utilité, une forme de plaisir et la confiance, le travail n'a jamais tué personne, c'est le stress qui tue. Alors, tu viens d'écrire un dernier bouquin. Aujourd'hui, c'est ton dernier. Mais on te souhaite que ce ne soit pas le dernier. Petite philosophie des algorithmes sournois. Oui. Quelques mots. Pourquoi? Parce que je crois à la philo. Ça, c'est la nécessité de penser. Je crois à la philo vulgarisée. J'ai fait des cours durs de professeurs à peine compréhensibles qui m'ont fait lire des textes où on se demande si on se fout pas de nous, quoi, tout simplement. Et je suis un peu en colère contre ça. Moi, je crois que la philo n'a de sens que si elle est vulgarisée et accessible. Donc, moi, je fais des petites collections avec des trucs. On me reproche de ne pas mettre 150 notes de bas de page. Je n'en veux pas. Je crois à la philo vulgarisée. Et je crois aussi à une philo utile. Le monde des algorithmes, on ne l'a pas choisi, maintenant ils sont partout. Penser les algorithmes, je crois vraiment que c'est utile, et quel que soit le métier qu'on fait. Donc j'ai une série comme ça, des petites philos, j'ai fait les biais cognitifs, j'ai fait aussi la créativité. Simplement, j'ai envie d'aider les gens. Et ces livres-là sont pensés à l'envers. Qu'est-ce que les gens qui me lisent ont envie de lire, en fait? Et j'enlève tout le restant. Par rapport à ça, 3 bouquins qui, toi, t'inspirent et te guident par rapport à la discussion qu'on a eue maintenant et qui seraient intéressantes pour nos auditeurs. Alors, bouquin ou blog? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je mets parce que, heureusement, j'étais prévenu de la question, je mets en numéro 1 un dictionnaire. Un dictionnaire philosophique. Je ne dis pas lequel, parce qu'il y en a beaucoup, ça dépend. Mais un dictionnaire. Pourquoi? Parce que c'est l'outil numéro 1 des idées claires et distinctes. Le philosophe Alain dit, la philo, c'est l'art de la définition. C'est excessif, mais c'est quand même pas mal vrai. En quoi la créativité n'est pas l'innovation? Qu'est-ce qu'un dictionnaire? Moi, je trouve que le dictionnaire philosophique, et il y en a qui sont très très bien faits, je n'ai pas envie de faire de pub, et même j'hésiterais à choisir. Moi, j'en ai une dizaine, j'aurais du mal à choisir. Mais un dictionnaire, bon. D'ailleurs, j'ai vu tes capsules, by the way, et on les mettra en lien, tes capsules YouTube, justement celle sur créativité et innovation. Ben voilà, ça fait partie. Moi, pendant 20-25 ans, j'ai construit toute ma vie pour essayer d'expliquer aux gens la créativité et l'innovation, c'est pas la même chose. L'innovation, c'est changer les choses, créativité, c'est changer la perception, etc., etc. Mais c'est jamais qu'un exemple. Donc, je mettais en 1 en dictionnaire. En 2, je voudrais mettre un journal. Un journal, et là aussi, je ne dis pas le choix, un journal avec des gens qui ont écrit des choses qu'ils pensent et qu'ils ont essayé d'écrire. Je dirais même un quotidien. La presse quotidienne est en danger. Moi, je crois que c'est très, très important d'avoir... oui. Et le troisième
je dirais, un maître. On a tous, dans tous les métiers, des maîtres. Moi, j'ai quelques philosophes qui m'ont marqué. Moi, c'est Bertrand Russell, mais bon, je ne le recommande pas, c'est celui qui, moi, m'a fait avancer. Mais je dirais le livre de quelqu'un qu'on choisit, un peu comme maître, voilà. Alors ça peut être en fonction de ce qu'on est, peu importe, mais un livre bien fait. Alors le journal et le livre, c'est pas la même chose, hein. Donc pour moi, un dictionnaire, un quotidien et le livre d'un maître, on se dit non d'une pipe. Le livre bien fait pour toi, ce serait quoi? Ceux qui m'ont fait du bien. Ouais. Ah, moi, je peux donner... j'en ai lu énormément. Donc, par exemple, L'étonnement philosophique de Jeanne Hersch, on lit ça, on se dit, mon d'une pipe, merci, hein, merci. Et voilà, j'en ai une dizaine. Bertrand Russell aussi, mais ça, c'est très fort lié à mon métier de logicien et tout. Donc, je ne le recommande pas du tout. Mais voilà... Et plus que le livre, c'est l'auteur du livre. Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur qui t'a donné une fulgurance? Peut-être Joël de Ronet, avec le macroscope. J'avais 32, 33 ans. Là, j'ai eu un véritable choc. L'approche systémique. Et d'ailleurs, j'ai écrit l'atéroscope en réaction à son macroscope. Et il m'a fait le plaisir de mettre la préface. Donc, le macroscope, ça fait partie... cette pensée non chiffrée, justement, qui est pressée de la philo de loin, parce que, certainement, j'en ai eu quand même, j'en ai lu quelques milliers, mais celui-là, il a vraiment marqué il a changé ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a permis d'écrire le latéroscope qui a changé ma vie. Donc, de causalité, il a changé ma vie, ça c'est sûr. Et enfin, les 3 dernières questions. Hein, dans notre émission, nous sommes habitués à poser ces 3 dernières questions, tu le sais. Je pose la première, tu poses la seconde. Thierry, ça te va? Écoute, on fait comme d'habitude. Hein. Allez. Qu'est-ce que tu aimerais laisser à l'humanité, après toi? De l'optimisme, de l'énergie, c'est des projets inachevés que d'autres puissent continuer. Donc voilà. Mais bon, c'est bien prétentieux de croire qu'on peut laisser quelque chose. Mais ce serait de cet ordre-là. En fait, la joie. Donc, le bonheur, j'y crois pas. Par contre, la joie, Spinoza l'a définie comme ce qui augmente la capacité à agir. Et la tristesse qui diminue la capacité à agir. Et je pense souvent à ça. Si je me sens de l'énergie pour agir, c'est que je suis joyeux. Donc, ce serait de cet ordre-là. Ce qui nous amène à la deuxième, du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de laisser à ta famille? En gros, la même chose. Hein. En gros, je ne fais pas beaucoup de différence en termes voilà. En gros, la même chose. J'ai du mal à trouver une différence. La même chose. Luc, et Dieu dans tout ça? Alors, moi, je me définis comme un humaniste laïque. Et je vais commencer par le deuxième mot. Le laïque respecte les dieux, respecte les religions, mais considère qu'elles doivent être en dehors des affaires de l'État, des affaires publiques. Je crois qu'avoir une mutuelle chrétienne, avoir un syndicat musulman, d'avoir, je ne sais pas quoi, moi, un patronat juif, ça n'a aucun sens. On a une mutuelle, elle est efficace ou elle n'est pas. Un patronat, il a des projets, il n'est pas. Et donc, je me sens laïque, mais je me définis aussi comme humaniste, c'est-à-dire, pour moi, il y a une différence catégorique entre l'homme et la femme et tout le restant du vivant et bien sûr du technique ou du technologique. Donc je m'oppose violemment à toutes ces formes de transhumanisme ou autres qui disent ben voilà, il y a une histoire avec l'animal, l'humain, le digital. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose... Alors maintenant, est-ce qu'il y a un Dieu? J'en sais rien. Parce que j'ai commencé comme mathématique. En mathématiques, on peut toujours se poser la question. Hein. Il y a quelque chose de très mystérieux. Quand je pense à Newton, bon, la force qui attache la Terre à la Lune, c'est une équation d'une simplicité incroyable. Donc c'est M1, M2 divisé par le carré de la distance. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'il y a des Big Bang, ça va dans tous les sens. Et puis à un moment, il y a la Lune qui... Eh bien, une équation d'une simplicité arithmétique
M1 fois M2 divisé par le carré de la distance. Bon, Ouais, c'est l'ordo ab chaos. voilà. D'où ça vient? D'où ça vient? J'ai du mal à croire que c'est un hasard. Et tout le restant des E égale mc carré d'Einstein, bon, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais je dirais en termes de calcul, c'est archi simple. Hein. C'est E égale m fois c au carré. Bon, donc d'où ça vient? Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose. Mais je considère que ça n'influence en rien ce que je pense de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien, de ce qui est mal et tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose, bon, on peut l'appeler Dieu si on veut, mais voilà. C'était Neil deGrasse Tyson qui disait « Si Dieu existe, il y a un problème, c'est qu'il ne peut pas être et bon et tout-puissant. » Oui, c'est ça, voilà. Et ce genre de questions, je ne me les pose pas. Je ne me les pose pas. Je trouve qu'il y a une urgence dans l'action et ma posture de laïc me va bien. Je dirais, je respecte toutes les convictions et c'est très très bien, mais pas dans les affaires de l'État. On ne va pas, en fonction de Dieu, de décider si on organise la société comme ça. Non, ça Je vais te ramener une quatrième question spécialement pour toi. Et pour toi, l'amour, qu'est-ce que c'est? De l'énergie. J'ai souvent ce réflexe de ramener les choses à l'énergie. L'amour me donne de l'énergie et me donne l'envie d'en donner. Je sais pas, j'ai été très impressionné par un prof de thermodynamique il y a 55 ans, et je pense beaucoup à l'énergie. C'est un peu mon repère, un peu dans tous les sens, et j'ai horreur du gaspillage. Je sens bien que donc l'amour, c'est de l'énergie qu'on reçoit et qu'on donne. Merci Luc, c'était un réel plaisir. Ah ben, partagez, et bonne continuation. Je crois que tout ce qui va dans le sens de penser plus est bien. Et après, je me tais, mais moi, j'étais longtemps dans la créativité, et ce qu'on me disait le plus, c'est il faut penser autrement. J'ai dit non, il faut penser plus. Parce que de dire à quelqu'un qui pense autrement suppose un jugement, voilà, tu penses comme ça, désolé, il faut penser autrement. Non, moi, je crois que la pensée, c'est très très bien, mais pas assez. Et donc, moi, j'aime bien l'idée de penser plus. Et pas du tout penser autrement. Mais je trouve qu'on a pensé plus. Voilà. Eh bien, merci sur cette pensée positive. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas également à commenter, liker, partager, éteignez vos télés et dansez sur la vie. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Merci.